Alors vous êtes nombreux à me demander en fait comment je vais suite à mon hospitalisation à cause d'une infection au Covid que j'ai eue dernièrement, donc pendant le mois de janvier. Déjà vous pouvez voir, entendre que ma voix est pas mal voilée et encore assez énormément améliorée. Je pense que en fait mes cordes vocales ont été un peu brûlées à cause de l'oxygène. Puisque j'étais traité donc à l'oxygène pour le Covid, mais ça on va revenir là-dessus. Alors ce qu'on me demande souvent, c'est par email, c'est dans quelles circonstances en fait j'ai attrapé le Covid, etc. Enfin tout ce qui peut se rapporter à ça. Alors déjà le contexte, moi je vous rappelle, j'ai 67 ans. Il y a 4 ans, je me suis fait enlever un rein suite à une tumeur cancéreuse. Donc je suis quand même quelqu'un un petit peu fragile de ce fait-là, parce que le fait d'avoir un rein en moins, ça fatigue. Je vis une vie saine, je bois très très peu, je fume absolument pas. Je marche régulièrement, bien souvent dans les 5 km par jour. Donc voilà un peu pour situer l'environnement que j'ai eu. Je sors peu. En fait, je sais que j'ai attrapé le Covid le 2 janvier normalement, jour où je suis sorti. Exceptionnellement, j'ai fait une grande promenade. J'ai dû faire 7-8 km à pied. Et le soir, j'ai été dans un restaurant populaire vietnamien, style de restaurant où il y a plus de 100 personnes. Je me suis mis dans un petit coin, mais manifestement tout ça, ça n'a pas suffi. Et donc j'ai attrapé la Covid-19. Alors en fait, comment je me suis rendu compte que j'avais été infecté par la Covid? En fait, c'est très simple. Ça a commencé donc après le 2. J'ai commencé à être un peu fatigué. J'ai eu de la fièvre, dans les 38 de fièvre. Donc en fait, moi, au départ, j'ai pensé que j'avais eu un coup de froid suite à des courants d'air dans mon appartement, parce que je fais souvent des courants d'air. Et je ne me suis pas inquiété plus que ça. Je ne suis pas du genre à m'inquiéter trop quand je tombe un petit peu malade. Et ça a continué quelques jours comme ça. Et puis un jour, donc ça doit être le 7, je crois, 7 janvier. Donc ici, il fait quand même relativement chaud, il faisait 28 degrés. Je me suis bu une bière tranquillement. En général, je bois une bière par jour. Donc là, c'était ma petite bière de la journée. Et tout en buvant la bière, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, je ne sens pas la bière. Je n'avais aucune odeur de bière autour de moi. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, comme de toute façon, je me sentais un petit peu fatigué. Donc j'ai téléphoné à une amie pour qu'on aille dans un centre de dépistage du Covid vietnamien, où nous sommes allés. Elle s'est occupée de la paperasserie. Et moi, je me suis fait tester. Et donc, en me faisant tester, ils ont découvert que j'étais atteint de la Covid-19. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont mis tout de suite de côté. Ils ont essayé de trouver un taxi qui accepte de me ramener chez moi, d'abord, pour que plus tard, une ambulance vienne me chercher et m'emmène dans un hôpital spécialisé pour le traitement de la Covid-19. Alors le centre comment s'appelle, de dépistage du Covid, ça ressemblait en fait à ça. Vous avez une grille, donc là il y a une avenue, vous avez une grille, une entrée ici, un garde, et vous avez donc la première personne qui est ici, elle s'occupe de la paperasserie, et la personne qui est debout ici, donc qui est en combinaison complètement étanche, lui s'occupe de faire les tests à la chaîne. Alors en fait, il y a beaucoup de monde, et là il y a plein de personnes en fait qui sont ici, qui attendent, il y a d'autres personnes qui sont là, qui attendent, etc. Et ça se passe relativement rapidement. C'est vraiment très, très, très bien organisé. Vous avez les résultats en, je ne sais plus, un quart d'heure, un truc comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais plus.
Et donc, moi j'étais à la place de ce monsieur-là. Et dès qu'ils ont déterminé que j'ai eu la Covid, ils m'ont mis à côté, ici, sur une chaise, en attendant que je reparte en taxi. Alors en fait, j'ai attendu plusieurs heures chez moi et l'ambulance n'est venue me chercher que le soir, il faisait déjà nuit. Et ils m'ont amené donc à cet hôpital-là, qui est un hôpital. Alors là, il y a un grand comment s'appelle, rez-de-chaussée. Ça fait très très froid. Tout est dallé comme ça, il y a des gens en combinaison. Et donc, nous, on est un petit groupe et on s'est amené ici, dans cette zone-là. Et on est monté, donc là il y a un ascenseur, on est après monté dans la chambre qui nous était désignée. Alors rapidement, ils ont déterminé que j'avais un problème de manque d'oxygène. Donc on m'a collé un masque comme ici, donc sur la bouche et sur le nez, donc ça englobe le tout. Alors, moi je suis un peu claustrophobe, c'est pas tout à fait l'idéal. Donc j'étais obligé de rester avec ça tout le temps. Alors, le problème que ça donne, c'est que, par exemple, pour aller aux toilettes, je suis obligé d'enlever le masque. Et le problème, c'est que quand j'enlève le masque, mon oxygénation du sang descend brutalement. Donc, normalement, pour vous situer, pour ceux qui ne le savent pas, on doit avoir, je pense, dans les 95% d'oxygène dans le sang, pour que ce soit à peu près correct. Et là, par exemple, quand j'allais, comment ça s'appelle, aux toilettes, que j'enlevais mon masque, ça descendait à 88 dans ces eaux-là. Et j'avais aussi mon cœur qui lâchait un peu et qui descendait à 28, 30, 33 pulsations. Je dois dire que la première fois que c'est arrivé, quand j'ai remis l'oxymètre à mon doigt pour que les mesures s'affichent, quand j'ai vu le nombre de battements de cœur à la minute, là quelque part, je dirais pas que j'ai paniqué, mais je me suis dit quand même une trentaine de battements par minute, c'est franchement pas énorme. Et je me sentais pas tellement à l'aise. Et ils m'ont vraiment dit d'éviter d'aller trop souvent aux toilettes, etc. Parce que j'avais vraiment besoin d'oxygène. Et ils n'avaient pas d'oxygène qui me permettait d'aller jusqu'aux toilettes en ayant l'oxygène en même temps. Donc ça, c'était un des gros problèmes que j'ai eu. Alors ça, c'est la première étape. On commence donc avec un masque comme ça, jusqu'au moment où il trouve que ça s'améliore au niveau de l'organisme. Et ça prend pas mal de jours. Je ne dirai pas combien de jours parce que, en fait, j'ai pas compté. Moi, je suis resté 19 jours en tout à l'hôpital. Mais tous les jours, c'était la routine. Le matin, 6h30, un truc comme ça, ça se réveille. On nous apporte un petit déjeuner. Ensuite, il y a une infirmière qui s'amène et qui va faire des piqûres. Alors, on a un cathéter dans la main ou dans le bras, qui permet de faire la plupart des piqûres. Moi, j'avais en plus une piqûre qui devait se faire dans le ventre, c'était des antibiotiques. Alors, au niveau antibiotiques, je crois que j'étais traité principalement au Remdesivir. Alors, eux, ils ont regardé ce qui était le mieux pour moi parce que, étant donné que j'avais eu mon problème de rein, donc je ne pouvais pas prendre n'importe quoi. Et alors ensuite, une fois que ça va un peu, nettement mieux, pas un peu mieux, mais nettement mieux, on va mettre donc une sonde dans le nez qui apporte l'oxygène. Il n'y a plus le masque, donc déjà c'est plus sympathique. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors vous voyez, donc vous avez deux embouts ici qui rentrent dans le nez, tranquille. Vous avez l'oxygène, mais au moins vous n'avez pas tout l'ensemble qui vous bouche le nez et la bouche. Donc ça, c'est pas mal. Alors là, vous voyez qu'au niveau cheveux, ça commence à être franchement lamentable. C'est-à-dire que naturellement, pendant tout ce temps-là, moi, je ne pouvais pas me laver du tout, puisque, comme je vous le disais, il ne fallait absolument pas que je reste très longtemps sans oxygène. Donc, je ne pouvais rien faire. J'étais vraiment bloqué.
Vous voyez, quand je vous disais que mon cœur il descendait pas mal, donc là j'avais rebranché le système depuis quelque temps et mon cœur n'arrivait pas à remonter. Là il était à 32. J'avais l'oxygène lui qui était remonté au-dessus de 95, donc ça c'était bien. Par contre le cœur il avait du mal à remonter et c'est ça qui m'inquiétait un petit peu, je dois l'avouer. Alors en termes de température, hein, au début je tournais autour de 39 et quelques pendant quelques temps, je ne sais pas exactement combien de temps, parce que là c'était dans le moment où j'étais un peu brumeux, quoi, on va dire dans mon cerveau. Donc je prenais régulièrement la température. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne prenaient pas de température. Ça ne les intéressait pas vraiment d'avoir la température parce que ce n'est pas un des critères hyper importants pour eux. Leur critère, ça va être, ils vous regardent, ils regardent le taux d'oxygène, etc. Bon, moi, je prenais ma température, j'avais un thermomètre digital que j'avais amené et je suivais ça. Alors, ce qui est aussi marrant, je dirais entre guillemets, c'est qu'au début, donc, j'ai eu de la température, comme je vous disais, et d'un coup, j'ai eu plus du tout de température jusqu'à la fin. Mais naturellement, j'étais pas du tout guéri. Hein, quand il faisait des radios, il voyait bien que j'étais encore bien atteint au niveau des poumons, mais j'avais plus du tout de température. Donc il y a une phase de température au départ, et ensuite il n'y a plus de température. Alors pendant que j'étais dans la première phase, disons, à l'hôpital, il m'est arrivé un sale coup en fait. Moi j'ai mon compte en banque qui est relié à mon téléphone, ce qui fait que quand il se passe une opération, je reçois un avis d'opération directement, ce qui me permet de regarder si c'est correct ou pas. Et en fait, d'un coup, j'ai eu plein de débits qui sont arrivés sur mon compte, mais vraiment plein de débits. Et c'est des débits qui arrivaient, sans exagérer, toutes les 5-6 secondes. J'avais un nouveau débit. Donc je regardais, là par exemple c'était 116 389 dong, etc. Mais il y en avait plein comme ça descendait, ça descendait. Moi j'étais à moitié dans les vapes, je regardais ça, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et puis je voyais Facebook, ici c'est marqué Facebook. Et donc c'était des sommes qui étaient payées par rapport à des commandes qui sont prises sur Facebook. Et le temps que je réfléchisse, alors là j'ai même pas compté le nombre de débits que j'ai eu, j'ai pas voulu. J'ai pas compté non plus la somme globale. C'était vraiment parce que je voulais pas me faire trop de mal psychologiquement non plus. Et je me suis rappelé que en fait j'avais donc mon application sur mon smartphone pour mon compte en banque. J'ai regardé dedans et j'ai trouvé comment bloquer ma carte pour qu'il n'y ait plus du tout de possibilité de paiement par ma carte. Ça me gênait pas mal parce que j'ai des retraits professionnels avec des comptes, des abonnements professionnels. Et donc j'ai des retraits tous les mois. Donc en bloquant ma carte, je savais également que ça allait rejeter des retraits normaux et ça risquait de m'occasionner des problèmes. Mais là, j'avais pas le choix parce que le type, la personne qui faisait ça, faisait des débits hyper rapidement. Alors qui était derrière tout ça? En fait, c'est très simple. J'ai compris un petit peu après. C'est qu'il y a des personnes qui sont passées dans mon appartement pour désinfecter mon appartement. Et il y a une personne du groupe qui était malveillante, qui a ouvert un tiroir dans ma chambre, où c'était la première fois en fait que je n'avais pas ma carte avec moi. Je ne sais pas pourquoi, j'avais décidé que je n'avais pas besoin de ma carte à l'hôpital. Donc j'avais laissé ma carte, j'avais laissé mon passeport, j'avais tout laissé en fait. J'avais pris juste de l'argent pour payer le taxi ou des trucs comme ça. Et donc cette personne-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle a fait une photo recto verso de ma carte. Et voilà, et après elle a pu débiter donc tranquillement en faisant des achats sur Facebook.
Alors voilà, là j'ai bloqué ma carte et je peux vous dire que ça m'a fait vraiment comment ça s'appelle, un chaud au cœur. Une fois que j'ai vu Log Card Successfully, j'étais vraiment très content. Alors vous êtes nombreux à me demander si comment était entre guillemets la bouffe à l'hôpital. Alors voici par exemple ce que j'avais bien souvent le matin. J'avais une soupe. C'est sympa, hein, je veux dire, il y a des herbes, il y a de la menthe, de l'amarante, il y a pas mal de choses dedans. Il y a du poulet, il peut y avoir des petites boules de viande qu'on s'appelle à l'intérieur. Enfin bon, c'est sympa. Alors mon ami avait négocié avec l'hôpital pour qu'elle puisse me cuisiner des plats pour le midi exclusivement. Donc ça marchait pendant un temps. Elle me faisait livrer donc avec des espèces de trucs en aluminium, sans empiler les uns sur les autres. Donc là, il y avait carottes, haricots verts. Là, c'était viande hachée avec des herbes dedans, c'était sympathique. En dessous, je sais qu'il y avait de la purée qui était séparée des fraises ici, parce qu'il fallait que c'était dans un ensemble de containers empilés les uns sur les autres. Donc là, j'avais mes petites fraises qui étaient sympathiques. De bananes, j'avais une espèce de boisson énergisante ici. Donc ça, c'était le midi. Donc j'avais des plats un petit peu différents chaque midi comme ça, jusqu'au moment où ils ont craqué, puis ils ont arrêté d'accepter ça. Et malheureusement, bah, c'est comme ça. Sinon, on avait demandé est-ce que je paye 500 000 dong par jour de plus pour les repas. Et donc, ce qui correspond à 19 euros. Et donc, j'avais un traitement de faveur, du saumon, des trucs comme ça, qui me permettaient, donc, pour les autres repas, d'avoir quand même des choses qui étaient mangeables et non vraiment de la nourriture d'hôpital, je dirais, classique. Alors, voici un exemple de repas préparé par l'hôpital. Donc là, vous avez du saumon, là du chou-fleur. Et dans cette barquette-là, il y avait du riz. Il y avait en général toujours une barquette de riz. Ça, c'était pas mal parce que ça permet d'avoir quand même quelque chose de solide à manger, qui donne quand même de l'énergie. Hein. Le riz, c'est quand même, ça donne de l'énergie. Donc je me forçais à manger quand même du riz en même temps. Alors en fait, je voyais que mon état s'améliorait nettement. C'est que quand j'allais aux toilettes et que je revenais, en fait, j'avais mon taux d'oxygène. Bon, là, il était à 97, mais il n'était pas à 97, mais il devait être à 94-95. Donc, au lieu de descendre à 80 et quelques, il se maintenait quand même dans des zones raisonnables. Bon, là mon cœur battait à 94. Pourquoi? Parce que bah, certainement, je revenais des toilettes, donc naturellement. La différence à ce moment-là, c'est que quand je revenais des toilettes, mon cœur battait à plus de 100 au lieu de battre à 30, 28-30. Là, c'était la différence. Donc là, je voyais quand même que ma situation s'améliorait nettement, progressivement. Régulièrement, d'ailleurs, j'enlevais l'oxymètre de mon doigt. J'enlevais l'arrivée d'oxygène dans le nez. Et puis, j'essaie de voir à combien j'étais sans aide d'oxygène externe. Ce qui me permettait de voir un petit peu l'évolution de ma situation de santé. Enfin, un jour, ils m'ont enlevé l'oxygène, ils m'ont tout enlevé. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, ils sont venus à 3h30 du matin pour m'enlever le moniteur et j'ai plus d'oxygène. Et là, je commençais à me sentir. C'est clair que, vous voyez, d'ailleurs, j'ai plus le sourire parce que je me sentais quand même nettement mieux. Alors, au 18e jour, j'ai pu voir un docteur Samné pour me faire donc un test pour savoir si on pouvait me renvoyer chez moi ou pas. Donc ça, c'est vraiment très agréable. On m'a déjà prévenu une journée à l'avance que ça devait certainement se faire. Et là, donc, c'était le test qui a été pris. Donc là, c'était la préparation. Et il m'a passé donc un goupillon dans le nez.
a mis le tout sur cette plaquette. Et ensuite, il suffit d'attendre une vingtaine de minutes pour avoir les résultats. Alors voici donc le résultat du test. Vous voyez la barre ici, et au niveau du C. Donc ça c'est correct. Si jamais elle se trouve au niveau du T, c'est malsain. Vous êtes reparti pour un tour. Et ça, c'est pas terrible. Mais là, c'était vraiment bon, donc pas de problème. Alors le seul truc, c'est que, on part pas comme ça. J'ai pas pu partir le même jour. J'ai dû attendre le lendemain pour pouvoir partir. Et le lendemain, c'était un peu galère parce que, en fait, vers 10h et quelques, vous partez de votre chambre, donc commune avec les autres, et vous allez dans un autre endroit, enfin un petit office, et là vous allez attendre en fait jusqu'à 15h de l'après-midi pour pouvoir partir. Dans l'autre fait, ils vous font payer naturellement. Ça je vais vous montrer combien ça coûte, vous allez voir, c'est vraiment pas une fortune, c'est vraiment donné par rapport à ce que ça pourrait coûter en France. Alors voici donc la note que j'ai payée pour mes soins, donc 17 240 000 et quelques dong, qui correspond en fait en gros, si j'arrondis au-dessus, à 670 €, entre 660 et 670 €, donc pour 19 jours d'hôpital avec donc des soins avec de l'oxygène, des choses comme ça. Je trouve que c'est pas tellement cher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'avais dit au départ, c'est que la différence avec l'autre hôpital qui était à Saigon, qui est un hôpital d'expatriés, où il me proposait pratiquement 2000 €, 1800 à 2000 € la nuit pour la même chose. Donc là, j'aurais pas eu du tout la même note en finale. Alors, en partant, il vous donne donc un certificat comme quoi vous êtes rétabli. Et donc ce certificat, il faut absolument le garder parce que ça vous permet en fait d'aller un peu partout sans avoir de problème pendant 6 mois. Vous êtes considéré comme si vous étiez donc vacciné. Le seul souci que j'ai, c'est que je ne sais absolument pas comment le rentrer dans l'application Covid que j'ai dans mon smartphone. Donc de toute façon, il faut que je garde cette feuille-là sur moi tout le temps, en cas que quelqu'un me demande de prouver que je n'ai pas le Covid, etc. Alors maintenant, qu'en est-il de mes activités, donc sur le Forex, etc. Donc je dois avouer que je dois aller relativement lentement, dans le sens que je suis encore assez fatigué. Je n'ai pas une énergie à 100%, je me sens au niveau des jambes, j'ai pas une énorme force quand même, c'est clair. Donc je me suis amusé, donc ça c'était le 3 février et puis le 4 février. J'ai fait quelques trades. Alors je me suis servi en fait d'une méthode que j'ai quand je ne veux pas me casser trop la tête, faire du scalping sur l'indice US 30. J'ai une méthode personnelle qui fonctionne très très bien et qui me permet en fait d'avoir régulièrement des bons résultats. Et quand ça part mal, j'ai une méthode que j'ai mise au point avec cet indice, ce qui me permet en fait, avec 2 trades, de tout récupérer en très peu de temps. Et ça me permet en fait d'être entre guillemets très cool devant mon ordinateur. La plupart de tous les trades se passent en pending order, donc c'est des ordres en attente. Je ne suis pas obligé d'être tout le temps devant, j'ai des ordres en attente, etc. Donc c'est une méthode qui est très simple pour moi et qui me permet quand même d'avoir une activité de trading et pour ne pas rester complètement en dehors de ce système-là. Donc vous voyez là, en une journée et puis et demie, on va dire, là ça m'a permis de gagner 871 US dollars, le compte est en US dollars. Non, en euros, pardon. Le compte est en euros là-dessus. C'est FixPro. Ce qui est important de voir, vous voyez la courbe, donc là il y a quelques pertes, et quand il y a des pertes, tout de suite c'est comblé. Ça c'est l'intérêt. Profit factor de 2,37, j'ai fait 8 trades, c'est pas énorme.
Mais ça m'a permis de voir que je pouvais continuer à refaire du trading sans trop de problèmes. Donc là, je vais continuer tranquillement à faire du scalping pendant pas mal de temps. Pour l'instant, je ne peux pas faire trop de choses parce que je suis encore un peu trop fatigué. Alors avant de vous quitter, je vais vous montrer mes trades avec l'application Basket Manager, ce qui permet d'avoir les statistiques. Ça, c'est assez intéressant. Moi, j'utilise beaucoup pour ça. Vous voyez, voilà les trades en fait que j'ai fait le 3 et le 4. Hein. Donc, ce qui est important de regarder, c'est ici. Quand vous avez le profit factor, FP, c'est profit factor, qui n'est pas à max, ça veut dire que en fait, ça ne s'est pas passé exactement comme je voulais. Donc, j'ai dû faire un ensemble de trades, donc avec une gestion financière spéciale, de façon à récupérer comment s'appelle, le fait que ça parte négativement et de gagner en fait la même chose à peu près que quand, vous voyez là c'est max, j'ai gagné 2,2%. Là ça s'est mal passé, j'ai gagné 2,2%. Là ça s'est mal passé, entre guillemets, hein, j'ai gagné 2%. Là ça s'est bien passé, j'ai gagné 2,2%. Vous voyez un petit peu à quoi je me suis amusé en fait. Dès que ça a été un peu mieux, donc le 3 et le 4 février, pour tester un petit peu mes facultés de trader. Voilà. Donc maintenant, faites bien attention à vous. Ne croyez pas que la Covid, comme disent certains, ce n'est qu'une grippette. Ce n'est qu'une grippette tant que vous n'avez pas une forme plus grave qui s'annonce et que vous devez être sous oxygène. Donc faites bien attention. Restez bien en bonne santé. Il faut absolument prendre soin de soi. Il n'y a pas de souci. C'est la seule solution pour se sortir de tout ça.